Le mot le plus important, c'est l'ordre de grandeur de la vitesse à laquelle ça change. C'est qu'en fait, si on dit 70%, on peut se dire oui, mais il y a déjà eu des extinctions et finalement la planète s'en est remise, quoi. Enfin, des fois, je l'entends, hein, ça, hein, dans des conférences. Alors, il faut juste bien réaliser qu'en effet, voilà, 70% de pertes en masse des animaux vertébrés sur les continents depuis 1950, en fait, c'est 3 ordres de grandeur plus rapide que la disparition des dinosaures. Il y a aussi un aspect d'effondrement du vivant qui est à peine croyable quand on voit les chiffres. Moi, l'étude que je cite toujours sur le sujet, c'est celle du WWF qui dit que voilà, depuis 1950, on a perdu 73% des populations. C'est des populations et c'est pas des espèces, donc c'est encore plus impressionnant de vertébrés sur Terre. Qu'est-ce qu'on doit en penser de cette impressionnante disparition du vivant, effondrement du vivant? Oui, alors le mot le plus important, c'est l'ordre de grandeur de la vitesse à laquelle ça change. C'est qu'en fait, si on dit 70%, on peut se dire oui, mais il y a déjà eu des extinctions et finalement la planète s'en est remise, quoi. Enfin, des fois, je l'entends, hein, ça, hein, dans des conférences. Alors, il faut juste bien réaliser qu'en effet, voilà, 70% de pertes en masse des animaux vertébrés sur les continents depuis 1950, en fait, c'est 3 ordres de grandeur plus rapides que la disparition des dinosaures. 3 ordres de grandeur, tu peux dire ce que c'est qu'un ordre de grandeur? Voilà, donc c'est un zéro, quoi, hein, c'est x10, quoi. Et donc les dinosaures, ils ont mis 33 000 ans à disparaître. 33 000 ans après la météorite, hein, qui est tombée. Donc il a fallu voilà, on va dire 30 000 ans, et nous, on le fait à l'échelle d'un siècle, 50 ans, quoi. Enfin, c'est absolument dingue la différence de vitesse. Donc ça veut dire que les écosystèmes qui étaient déjà pas tellement prêts à une disparition aussi rapide au temps des dinosaures, là aujourd'hui, ils sont encore moins prêts, quoi, hein. Ils ont une forme de robustesse qui leur permet de résister un peu, mais il faut pas exagérer, quoi. Là, on va vraiment trop loin et on crée des déserts, en fait. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que d'ailleurs là-dessus, nous écologistes, je me mets dedans, même si je suis journaliste, on est souvent traités de catastrophistes, alors qu'en fait, le terme d'effondrement, en fait, il est assez euphémisé par rapport même aux grandes périodes d'effondrement de la biodiversité. Oui, on parle parfois de la 6e grande extinction. En fait, il faudrait trouver un nouveau mot, parce que par rapport aux autres grandes extinctions, on va beaucoup plus vite. Donc, j'ai pas d'idée, hein, pour ce mot-là, mais faudrait le trouver, parce que on peut pas parler encore d'extinction, parce qu'on n'est pas arrivé aux 75% là, de disparition, donc on n'est pas encore, heureusement, on n'est pas encore là, mais à la vitesse où on va, bon, on y arrive, hein. Enfin, pour les insectes, par exemple, en Europe, on a dépassé ça. Alors, qu'est-ce que tu penses des travaux sur l'effondrement? Je sais que j'ai parlé avec Pablo Servigne il n'y a pas longtemps, on a fait une interview avec Pablo Servigne, je sais que vous vous connaissez. J'ai l'impression, c'est un sentiment, mais j'aimerais bien avoir ton regard dessus, que les biologistes ont un rapport un peu différent avec l'effondrement. D'ailleurs, Pablo Servigne est biologiste à la base. Est-ce que vous, cette idée du collapse, ça fait partie quasiment du quotidien, que ça ne vous effraie pas comme d'autres corps de métier, d'autres intellectuels? Alors, si, non, l'effondrement, je pense que ça effraie tout le monde, en fait, hein. Non, mais je veux dire, c'est plus une dynamique que vous observez. Oui, alors c'est vrai. Quand on fait pousser des bactéries ou des levures, hein, dans un tube à essai ou un grand Erlenmeyer dans nos chambres de culture, dans les laboratoires, on voit très très bien ce qui se passe, hein. Au début, on a un milieu liquide avec des sucres et tout ça pour que les bactéries se développent. C'est complètement transparent parce qu'il y a très peu de bactéries. Elles vont se diviser, se multiplier, proliférer. À un moment, ça devient un peu opaque. 1 heure après, c'est vraiment très opaque. 1 heure après, elles sont toutes mortes. Enfin, j'accélère un petit peu, mais c'est presque ça, hein. C'est que ça va très très vite. C'est-à-dire que la phase exponentielle, elle est vraiment incroyablement exponentielle. On peut voir vraiment le milieu devenir trouble parce qu'il y a vraiment plein de bactéries partout. Et après, ça sédimente, quoi, parce qu'elles sont toutes mortes. Quand il n'y a plus de ressources et qu'elles sont si nombreuses, elles meurent. Donc en fait, on voit l'effondrement, on peut le recréer dans nos laboratoires. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que dans un laboratoire, il y a quelqu'un qui contrôle. Il y a quelqu'un qui dit, je peux rajouter du sucre, je peux faire des alicotes, comme on dit, des échantillons, quoi, pour relancer des cultures, etc. Non, là, il n'y a personne qui contrôle, hein. Nous sommes sur Terre et on est en train de faire une sorte de bouillon de culture sans trop se demander qu'est-ce qui pourrait se passer après. Mais moi, alors, sur l'effondrement, en fait, ce qui me gêne dans le mot effondrement, c'est que ça donne un peu l'impression binaire du 0-1. C'est qu'il y avait quelque chose et il n'y a plus rien après. En fait, dans tous les écosystèmes, on ne voit jamais vraiment d'effondrement au sens 0-1. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un incendie qui va tout brûler.
Et le lendemain de l'incendie, il y a vraiment il y a plus de vie, quoi, hein, c'est tout mort. Sauf qu'en fait, 1 mois après, 2 mois après, on va commencer à avoir des petites plantes qui poussent, quoi. Il y a des graines qui ont résisté, il y a plein de vivants sous le sol qui a finalement résisté, peut-être même des bourgeons, des fois des arbres qui arrivent finalement à résister au feu. Donc en fait, je préfère parler de basculement. Je trouve que c'est plus pertinent. On va changer de monde plutôt. Il y a quand même des ruptures très brutales. Je pense à des sujets, par exemple l'effondrement des pêcheries de cabillaud, enfin de morue dans le Grand Nord canadien. C'est un effondrement de pêcherie, mais il y en a plein d'autres. On voit les courbes parce qu'on a pêché depuis la Renaissance dans ces régions-là, et les courbes, elles sont brutales. Aujourd'hui, alors il y a certes quelques morues, mais pas assez pour soutenir une pêcherie. Donc il y a des effondrements quand même très brutaux, même s'il y a des petites pousses derrière, il y a quand même ces pentes-là Oui, bien sûr. brutales, radicales. Les effondrements, si on regarde une espèce, on voit des espèces disparaître. Il y a plein d'impasses évolutives. Si on regarde l'évolution darwinienne, en fait, c'est surtout des impasses évolutives. La plupart des espèces ne durent pas. Un mammifère, en moyenne, ça dure 1 million d'années sur Terre. Donc, de toute façon, toutes les espèces sont amenées à disparaître à un moment ou à un autre, quoi. Mais il ne faut pas oublier le pigeon. Le pigeon, c'est un dinosaure qui a réussi. C'est qu'en fait, si on regarde l'ensemble de la population, il y en a toujours qui arrivent à passer à travers les mailles. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse. Alors je dis pas que, enfin évidemment, quand on est le pigeon, quand on est le dinosaure, hein, le destin n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est plutôt se dire qu'à l'échelle de la vie sur Terre, en fait, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On n'est pas là pour sauver la planète. On a un conflit d'intérêts. C'est nous, hein, le sujet. Le maillon faible, il n'est pas écologique, il est social. C'est nous. Hein, parfois, on parle beaucoup du pic de pétrole, le pic de lithium, etc. Non, le premier pic qu'on va passer, c'est le pic humain. C'est celui-là qui est le plus fragile. Et d'ailleurs, l'épidémie de burn-out actuelle, c'est l'exemple typique du pic humain qu'on est en train de dépasser, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le pic humain ? Le pic humain, alors le pic de pétrole, hein, c'est quand la production ne suit plus la consommation, donc on dépasse ça. Et le pic humain, c'est en fait quand on demande aux humains trop par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Donc par exemple, quand je prends un exemple, l'ubérisation, pour un exemple tout simple, l'auto-entrepreneur finalement, c'est revenir au travail à la tâche. Donc, alors que là, on avait fait des gains sociaux, vraiment. Hein, le travail, le salaire associé à une personne, à un poste, c'était déjà... Enfin, une personne, c'est encore mieux, mais un poste, c'était déjà du gain. Là, maintenant, le salaire est associé à la tâche. Donc, en fait, dans un monde qui est en accélération, faire du travail à la tâche, c'est une usine à burn-out, très clairement, quoi.